Bonjour à tous. Elle s'affiche trop souvent à la une de nos journaux ou résonne en boucle sur les écrans, les flashs radio. Elle porte le nom de concurrence déloyale, conflit d'intérêts ou autres délits d'initiés, sans oublier les bacs chiches, rétrocommissions ou encore les fausses factures. Elles, ce sont les affaires, comme on dit souvent, dont la multiplicité ne semble jamais se tarir, chassant l'une après l'autre, d'une manière, avouons-le, assez désespérante. La morale dans les affaires, est-ce un vœu pieux? C'est justement la question qu'on va se poser à l'occasion de la 13e édition des Entretiens de Valprès, organisée à Écully, près de Lyon, par la Congrégation des Assomptionnistes. Une émission spéciale, KTO RCF, en partenariat avec La Croix, Pèlerin, Challenge et Commode. Diane Dupré-Latour, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous nous présentez maintenant le premier invité de ce premier grand débat. Hugues Lebret, bonsoir. Hugues Lebret, avec vous, on voyage dans un cockpit, celui du comité exécutif de la Société Générale, la semaine où a éclaté l'affaire Kerviel. C'était le 20 janvier 2008, le début d'une descente aux enfers pour la direction de la banque et pour les collaborateurs. Vous en racontez les coulisses dans un best-seller qui s'est vendu à 40 000 exemplaires. C'est vivant, c'est poignant et ça sonne juste. Avant de publier, vous avez choisi de poser votre démission du groupe. Pour vous qui aviez réussi jusqu'ici un parcours sans faute dans la finance, ce fut un moment brutal, kamikaze d'après certains. L'atterrissage a été dur, le rebond long à arriver. Aujourd'hui, c'est en tandem que vous roulez. Votre partenaire d'aventure s'appelle Riyad Boulanoir. Ensemble et avec d'autres, vous avez créé le compte nickel, la carte bancaire des pauvres et des exclus. On la trouve chez les buralistes. Vous avez déjà 42 000 clients en France, alors 43 000 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter le microcosme des énarques et des X-Mines pour tout risquer avec un entrepreneur de banlieue? C'est ce que vous allez nous raconter ce soir. Et je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, parce qu'avec votre livre, vous avez très clairement lancé un pavé dans la mare, vous avez pris une décision radicale, qui plus est en vous exposant. Pourquoi? Est-ce que c'était une question d'honneur, une question de morale? J'allais dire c'était une question vitale. C'est-à-dire que j'ai le choix entre mon job et le livre. Et le livre, je ne supportais pas l'idée de ne pas le publier. C'est-à-dire, et cette histoire, je ne supportais pas l'idée de ne pas la raconter. On écrit souvent pour que la mémoire reste ou pour que les choses ne s'effacent pas. Il y avait eu un tel décalage entre ce qu'on avait vécu, c'est-à-dire éviter au pays une crise systémique qui d'ailleurs s'est révélée avec Lehman Brothers 8 mois plus tard. Pour une banque qui était 2 fois plus petite que la Générale, on a vu l'effet systémique que ça pouvait représenter. On a géré, j'ai vu l'effondrement humain, j'ai vu le comportement humain dans des situations de stress extrême. J'ai vu la démagogie des politiques, j'ai vu la superficialité des médias. J'ai vu l'être humain dans sa plus grande solitude et désespérance. Quand il y a eu le jugement sur Kerviel, j'ai considéré que l'histoire était terminée, que la justice avait fait son travail. Et je me suis dit, est-ce que tu tais cette histoire, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti? Parce que quand on écrit, on est cash et on dit ce qu'on ressent. Et moi, j'essaye de ne pas m'épargner et de dire tous les sentiments qu'on peut ressentir. Parce que si on ne se livre pas, ça ne sert à rien d'écrire. Et donc, j'ai décidé de publier ce livre. Quand j'ai prévenu la direction de la Société Générale, elle m'a dit, tu choisis entre le livre et ton job. Donc là, j'ai eu une question fondamentale à me poser. C'est de quoi tu seras le plus fier à la fin de ta vie? Est-ce que tu seras plus fier d'avoir renoncé et d'avoir gardé ton poste de PDG de Boursorama? Ou est-ce que tu seras plus fier d'avoir apporté ce témoignage? Donc j'avais ce premier sujet qui était fondamental. Et en fait, tout simplement, je ne supportais pas l'idée d'avoir cette lâcheté. Et donc j'ai décidé de le faire, même si ça coûte très très cher, et même si les moments de solitude après sont immenses. Mais finalement, j'ai accepté de rejouer ma vie, en fait, de relancer les dés, de repartir de zéro, sans indemnité, et de laisser la chance à l'inconnu. Et il y a une phrase dans mon deuxième livre qui s'appelle Nos banques, qui raconte ma rencontre avec Riyad Boulanoir, qui est la phrase que je préfère. C'est « Je me rendais nulle part, et c'est justement de là qu'il venait. » Et en fait, on s'est rencontrés.
Et ce garçon est un ancien interdit bancaire, dont la famille est arrivée d'Algérie en 73. Le père était déménageur, il vivait avec 3 francs par jour. Ils avaient énormément de mal à vivre et il a connu l'exclusion. Et lui, pour reprendre le thème de la morale qu'on abordera tout à l'heure, et je vais arrêter puisqu'on est dans l'introduction, mais ce qu'il voulait, c'était réparer une injustice. Et l'injustice, c'est l'exclusion bancaire. Le fait que quand on est exclu, on n'a plus d'existence. On n'a pas de relevé d'identité bancaire, on n'a pas d'intérim. Pas de RIB, pas d'intérim. C'est d'une violence extrême qui concerne des millions de personnes. Et ben, j'ai eu la chance, 4 mois après avoir démissionné, de tomber sur ce garçon qui avait lu ce livre, et s'il avait servi qu'à ça, j'en serais très heureux, et qu'on a un coup de foot tous les deux, et qu'on mette plus de 3 ans à lancer ce projet, qu'on a lancé en février l'année dernière, et qui aujourd'hui rencontre un grand succès, tout simplement parce qu'il y a un besoin immense, et qu'on rend service aux gens. Et on va en reparler de ce projet avec vous, Hugues Lebret, avec nous dans ce débat pour parler de cette question de la morale dans les affaires. Myriam Cohen-Velgrin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Mars Petcare France. Mars, c'est la barre au chocolat et caramel qui donne beaucoup trop de kilos à nous tous. C'est aussi un groupe agroalimentaire américain qui pèse plus de 30 milliards de dollars. Et on le sait peu, mais plus de 50% de son chiffre d'affaires est réalisé par les aliments pour chiens et chats, avec des marques connues comme Pedigree, Whiskas ou autres Sheba. Vous êtes un pur produit ESSEC. Voilà, vous avez fait vos armes chez Procter & Gamble, déployé vos talents de manager au sein de l'univers de Danone, également un autre géant du marketing. Le marketing grande consommation, c'est donc votre dada. Mais s'arrêter là serait vous caricaturer, je pense, car à votre contact, on découvre aussi tout un univers intérieur étonnant, empreint de poésie et de voyage. Votre ADN le plus profond, en fait, c'est la littérature. Vous êtes l'auteur de 2 romans, dont le premier est autobiographique. Il s'appelle La Petite Dernière. Et il raconte avec beaucoup de douceur et de justesse la mort accidentelle de votre petite sœur et l'effondrement familial qui s'en est ensui. La vie aujourd'hui, vous croquez dedans, à pleines dents. Vous êtes créative, empathique. Vous voulez rester maîtresse de votre destin. Myriam Cohen-Velgrin, quand vous avez travaillé chez Danone pendant 5 ans, Mars est venu vous voir. Vous voulez vous embaucher, ou venu vous draguer, comme on peut dire aussi. Ils ont essayé à plusieurs reprises de vous débaucher et vous avez beaucoup hésité. Vous avez beaucoup hésité, on peut le comprendre parce que Mars c'est un rouleau compresseur, c'est une espèce de grosse machine marketing qui parfois fait un peu peur, qui a une image pour le grand public qui n'est pas extrêmement bien perçue forcément. Et puis en plus, à l'époque, vous étiez chez Danone, avec Franck Ribou, où vous décliniez de manière transverse toutes les problématiques de développement durable dont il vous avait chargé. Alors pourquoi vous avez hésité à aller dans ce grand groupe? Qu'est-ce qui finalement vous a décidé à rentrer dans cette maison qui effectivement peut porter au doute? Alors, j'ai hésité parce que j'étais pas chez Danone par hasard. J'étais chez Danone parce qu'il y avait le double projet économique et social qu'a expliqué Emmanuel Faber tout à l'heure. Cette idée qu'on n'avait pas à opposer le développement économique et le développement social, et que j'avais un peu avec naïveté l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui avaient ce niveau de vision sur leur rôle dans la société. Et puis c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert donc quand évidemment j'avais Mars qui me courait après, j'avais que la vision extérieure. Mars est un groupe qui parle très très peu de lui-même, donc je voyais juste les produits et en plus je croyais que c'était que du chocolat. Alors même si Cécile Renoir a dit que le chocolat c'est de la convivialité et du partage, ça me suffisait pas. Et un jour j'ai été appelée par Marieke Mars à témoigner de ce qu'on faisait chez Danone au niveau de l'environnement, de ce que je faisais depuis 4 ans en fait. Et j'ai découvert que derrière l'entreprise américaine un peu obscure et peu connue en France, il y a une éthique de société. Je pèse le mot quand je dis éthique, c'est-à-dire qu'il y a une vision qui a été écrite par son fondateur dans les années 40. C'est cette idée que l'entreprise n'est pas là pour créer du profit pour celui qui en détient le capital, mais qu'elle est là pour contribuer
à développer une mutualité de bénéfices avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et je trouve que c'est une merveilleuse définition de ce que pourrait être l'éthique de l'entreprise, qui en plus se décline par une morale, au sens, on parlait de Ricoeur tout à l'heure, au sens de, il faut bien placer l'éthique au crible de normes et de principes. Il y a les 5 principes, avec un principe de mutualité, de liberté, de responsabilité. Voilà. Donc quand j'ai découvert ce que c'était que le groupe Mars, je me suis dit que j'avais envie de participer à cette vision-là. On va y revenir parce qu'on imagine que vous avez quand même été confronté à des tensions au sein de ce groupe. À votre droite, Monseigneur Barbarin. Monseigneur Barbarin, bonsoir. Vous êtes cardinal archevêque de Lyon, grand témoin de ces entretiens depuis 13 ans maintenant. Monseigneur, depuis la dernière édition des entretiens de Valpré, vous avez saisi de nombreuses occasions de faire entendre votre voix sur des enjeux à la fois moraux et sociétaux. On vous a entendu dimanche dans les médias prendre position au sujet de la PMA et de la GPA. On a aussi suivi, au mois de juillet, votre périple courageux dans le Kurdistan irakien, à Erbil. Vous avez été la première personnalité française à prendre ce risque, ouvrant la voie ainsi aux représentants de la classe politique. Et enfin, en ce moment même, se tient à Rome un synode à double détente, puisque la deuxième partie se tiendra en 2015, avec l'objectif d'apporter des réponses aux défis qui fragilisent la famille. Il y aurait, paraît-il, de mauvais pasteurs qui chargerait le dos des fidèles avec des fardeaux moraux insupportables. Alors, Monseigneur Barbarin, on sait que vous aimez bien les chefs d'entreprise, vous venez les rencontrer à Valpré chaque année, vous en invitez pour les conférences de carême, vous vous entourez de pointures pour vous conseiller dans la gestion du patrimoine, de vos finances, vous faites d'ailleurs appel à eux pour financer vos propres projets, et donc vous avez une proximité avec eux, voire même sans doute une forme d'intimité. Est-ce que la question de la morale dans les affaires est quelque chose dont ils vous parlent? Est-ce qu'ils se confient à vous? Est-ce qu'ils vous font part de leurs dilemmes? Et qu'est-ce que vous leur dites? Voilà. Ça parle à tout le monde, regardez tout le monde qui est là. Vous savez, la morale, souvent, c'est en effet une grosse montagne. Morale, c'est les mœurs, quoi. Donc, c'est la façon de se comporter. Donc, n'importe qui est interrogé sur sa façon de se comporter. Vous évoquez un synode sur la famille, dans sa famille. Vous évoquez l'entreprise, par rapport à l'argent, par rapport à ses collaborateurs. Regardez ce qu'elle vient de dire, ma voisine. J'ai été saisi par l'éthique de Danone après Mars. Quand j'ai découvert, je me suis dit, tiens, là, il y a aussi quelques belles valeurs. Elle les a énumérées. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Quand on collabore avec quelqu'un, un des premiers sentiments, on dit, mais non, c'est quelqu'un qui m'inspire confiance. Ou au contraire, on dit, c'est quelqu'un d'un petit peu louche ou un petit peu trouble. Et il dit ça, mais est-ce que c'est sûr qu'il le fait? On ne sait jamais trop, parce qu'il a dit ci, puis après il a dit le contraire. Donc très vite, en fait, il y a quelque chose qui transparaît du fond même de la personne. Souvent, on a fait du mot moral, vous savez, une somme de principes, de valeurs, d'obligations, d'interdictions, etc. Non, moi je crois qu'il faut regarder le comportement. Donc, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire de voir comment un chef d'entreprise se comporte, ça c'est intéressant. Donc il y a de la morale partout. Je veux dire, je ne comprends pas qu'on dise d'un côté la morale et de l'autre côté les affaires. Je dis, mais alors, dans les affaires, comment tu te comportes? Là, voilà ta morale. Justement, il n'y en a pas, quoi. Donc il serait temps que tu changes. Alors, vous dites que le pape nous remonte les bretelles. Il ne le fait pas seulement pour les chefs d'entreprise, il le fait pour les évêques, pour les prêtres. Il a montré tous les défauts des évêques. On en a encore beaucoup plus que ce qu'il a écrit. Voilà, ça nous fait du bien. Il évoque même les siens. Et il dit, mais des fois, moi, je ne suis pas capable de les voir tout seul, s'il vous plaît, écrivez-moi. Déjà, Jean-Paul II l'avait demandé, je ne suis pas sûr que les gens l'aient fait. Donc, il faut que je réforme ma manière de me comporter dans l'exercice du ministère de Pierre. J'ai besoin de votre aide. Il n'est donc pas étonnant que des médecins interrogent sur ce sujet, que des militaires interrogent sur ce sujet, et que des chefs d'entreprise également disent, est-ce que je me comporte avec droiture? Quelqu'un qui ne se poserait pas cette question, je serais un peu inquiet pour sa dignité humaine. Avocat témoin, Monseigneur Barbarin, il y a Blandine Mullier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Difficile de vous présenter parce que chez les Mullier, on est souvent plutôt discret. On reste plutôt dans le champ strict de la communication d'entreprise. Mais on a qu'une envie, c'est de vous défaire de l'étiquette familiale, tant votre sourire dévoile une personnalité à part. La Croix, le journal La Croix, dit que vous n'êtes ni une businesswoman, ni une dame d'œuvre. Vous avez un BTS de manipulation en radiologie. Voilà, ça nous a étonnés. Pour vous, il faut faire ce que l'on aime dans la vie et le faire aimer aux autres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, votre vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, vous êtes présidente de la Fondation Entreprendre. C'est votre père, André Mullier, qui l'avait créé.
Plus que dans le christianisme social, vous croyez dans la capacité de l'homme à être entrepreneur de sa vie. Les bisounours, vous n'aimez pas. Votre terrain de jeu à vous, c'est l'économie réelle. Pour cela, vous continuez à remettre au goût du jour un mot si ancien qu'on le croirait réservé à nos amis québécois, la philanthropie. C'est plus facile, c'est un peu plus facile quand on est riche, objecteront certains. À vous de nous dire ce soir si c'est vrai ou pas. On vous écoutera. Blandine Meunier, en tout cas pour les Français, vous véhiculez aussi l'image d'une héritière d'une grande famille d'entrepreneurs chrétiens du nord de la France. Or vous avez, je l'ai dit, démarré un peu en dehors des cases, dans la radiologie. Et c'est drôle de penser que, tandis que votre famille cherchait à incarner le plus possible ses valeurs, vous décidiez d'être réellement en contact avec les gens, même avec leur corps, à les toucher. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous ayez commencé par là, ça change votre manière de diriger une entreprise ou une fondation et de manager ? Elle est du Nord, mais il ne faut pas oublier qu'elle a un prénom lyonnais quand même. Un prénom lyonnais, Blandine. C'est pour ça que je suis là. Bonsoir à tous. Merci pour la question. C'est vrai que mon histoire est assez atypique, mais j'allais dire l'histoire de tout le monde est un peu atypique et personnelle. Moi, je pense que je suis comme née d'une patte humaine. Et j'ai pris des coups, des bosses, beaucoup d'amour, des difficultés, mais comme tout le monde. Et puis j'ai fait des choix et des non-choix. J'ai fait mon parcours. J'ai toujours aimé la patte humaine et j'ai toujours voulu aider l'autre à être bien dans son corps. Donc dans le milieu médical, soigner le corps, le bien-être. Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'être bien que le bien-être, mais c'est le bien-être. Des fois, on fait des choix et des non-choix. Mais au bout d'un moment, quand on regarde son histoire, on se retrouve avec un pulse plus ou moins fait. Et puis tout à coup, le pulse se dessine, tout s'aligne et il y a une évidence qui apparaît. Et voilà. Et donc la Fondation Entreprendre est arrivée. Et pour moi, c'était une évidence, je devais y être. Je devais en être, je devais la porter. Je ne savais pas comment j'allais faire. Je savais que je n'avais pas toutes les capacités pour le faire. Mais je savais que c'était ma place. C'était juste. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une évidence, je suis tombée dedans et je l'ai fait. Et j'ai été entourée, je me suis entourée comme vous l'avez été entourée. Et donc en fait, au travers de la Fondation Entreprendre, on promeut l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça va de entreprendre ta vie auprès des jeunes jusqu'à la création, reprise et croissance d'entreprise. Et c'est surtout les hommes et les femmes dans les entreprises pour leur développement personnel, pour leur bien-être, leur être bien dans leur écosystème. Myriam Cohen-Velgreen, je voudrais que vous nous fassiez profiter un peu de votre expérience. Parce qu'on voit bien que quand on s'interroge chacun sur son propre comportement pour voir s'il a été droit, en fait, on se trouve dans une zone de tension. Tension entre les objectifs de son poste et tension entre les enjeux moraux qui entourent le secteur d'activité. Alors, vous, chez Mars, on a compris que Mars a peut-être des comportements vertueux, mais son terrain de jeu n'en demeure pas moins la malbouffe. 50% de son chiffre d'affaires, voire plus, se fait sur l'alimentation des animaux de compagnie, à un moment où la faim est un enjeu plus que crucial au niveau planétaire. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette tension ? Est-ce que du coup, vous n'êtes pas parfois face à un risque de schizophrénie ? Alors là, je réponds tout net, absolument pas. Les tensions, de toute façon, on les affronte au quotidien parce qu'il n'y a pas de choix qui soit simple et qu'on est toujours en train de faire des arbitrages entre les différents éléments. Déjà, je voudrais répondre sur l'essentialité de l'alimentation pour les animaux parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est lié au fait que les animaux aussi ont le droit d'être là et ont un rôle à jouer dans la société. De facto, les animaux jouent un rôle très important. On a démontré qu'ils contribuent tout à fait positivement à notre bien-être. Et moi, j'irais même plus loin. C'est les animaux contribuent à nous faire comprendre qu'on est une toute petite partie de l'univers et qu'on n'est pas les seuls au centre du monde. Et que si on perd ça de vue, on peut aller à notre perte. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, au quotidien, donc oui, je veux revenir sur la malbouffe, puisque ça, c'est un sujet dont on avait discuté et que j'ai été amenée à travailler à plusieurs reprises dans notre vie, même quand j'étais chez Danone. C'est aujourd'hui contribuer à faire évoluer l'entreprise de l'intérieur pour
pour contribuer à faire le bien, hein, c'est cette vision éthique qu'on a, ça me paraît un rôle qu'on peut prendre. Moi, la vision que je me fais de mon rôle, c'est que je suis là pour servir, je veux contribuer. Et quand on est chef d'entreprise, en gros, je vais vous parler un peu de ma boussole, on a les enjeux de performance économique, qui sont, on l'a vu ce matin quand on parlait de la définition de l'entreprise, qui sont un des enjeux, mais on a également des enjeux autour de l'environnement, des enjeux autour du social et des enjeux autour de la santé. Et il n'y a pas de solution simple. C'est-à-dire qu'on peut contribuer à faire évoluer les propositions de produits qui sont offertes, l'éducation et l'engagement des consommateurs sur des comportements plus vertueux. En fait, avec des marques, on a une arme pour faire avancer les choses. Je vais parler de la faim dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, l'entreprise Mars travaille sur la recherche, sur le développement de protéines alternatives. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet. Demain, quand on aura craqué comment on transforme les algues, les insectes, les hydrolysats de plumes en protéines qui sont comestibles par l'homme, on pourra peut-être changer l'accès à une nourriture plus saine à un grand nombre de personnes sur Terre. Donc, toute vision un peu manichéenne qui consiste à dire le produit est bon, donc tout va bien, je peux y aller, est un peu en dehors de la réalité. La vie d'un entrepreneur et d'une entreprise en général, et d'un homme en particulier, c'est d'arbitrer et de trouver un chemin pour arriver à faire le bien. Voilà. Myriam Cohen-Velgren, vous êtes, on l'a vu, chez un mastodonte du marketing, et vous êtes hyper expérimenté dans le domaine. On a besoin de marketing, on est tous d'accord là-dessus. On adore manger des Mars ou des barres chocolatées, moi j'adore ça. Et on imagine bien effectivement qu'on a besoin de nourrir nos chiens et nos chats, et qui sont des animaux de compagnie hyper importants. On sait aussi que dans le domaine de marketing, il y a des fois effectivement des rouleaux compresseurs, c'est du moins l'image qu'on peut avoir. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu parce que vous êtes passé dans d'autres grands groupes, des grandes écoles en la matière. J'ai cité Procter & Gamble tout à l'heure. Et vous avez un moment rejoint PepsiCo, parce qu'on vous y avait appelé. Et là, vous vous êtes retrouvé dans une culture d'entreprise que vous n'avez pas forcément appréciée. Alors justement, sur cette question du marketing et de la culture d'entreprise et de ce positionnement, comment vous l'appréhendez ? Alors, moi j'ai la chance de pouvoir faire des choix qui sont libres, c'est-à-dire que quand je suis confrontée à une situation où je ne peux pas faire les choses selon une éthique qui me convient, je ne reste pas, j'ai bien conscience que c'est une chance, mais je n'adhère pas aux propos de c'est le système et donc je ne suis pas responsable, je suis le système. Non, on a toujours le choix, c'est ma conviction intime. Après, je ne me pose pas du tout en exemple, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en toute honnêteté, quand je suis rentrée, tout frais moulu, sortie de l'ESSEC chez Procter, j'étais pleine d'illusions. Comment vous dire, j'étais dans ce mythe de l'abondance, de la générosité, de la consommation ne me choquait pas. Et puis j'ai eu une prise de conscience au fur et à mesure des années sur l'impossibilité de continuer face à ça. J'ai été questionnée par ça, j'ai été questionnée aussi par mes enfants sur la consommation. J'ai bien vu que souvent marketing ça rime avec manipulation. Et je pense que je peux contribuer à faire évoluer les choses, à trouver, à mettre en fait les marques au service de sujets et pour faire avancer des causes qui me sont chères. Et donc ce que ça exige, pour que ça ne soit pas de la manipulation, ça exige d'être dans un contexte qui est une philosophie, qui soit une philosophie sincère et qui cherche vraiment à aller dans la direction. Quand une entreprise dont le détenteur du capital vous dit ma vision c'est d'avoir un impact dans la société dans laquelle je suis, en fait c'est un programme qui me donne envie. Voilà. Et c'est plus que ce matin on parlait de la répartition de la richesse, encore plus que ça, parce que quand on parle de mutualité de bénéfices, on dépasse la partie purement financière. On est vraiment dans la logique de contribution, et ça passe aussi, je ne sais pas si on en parlera, mais de créer un environnement pour l'individu dans l'entreprise où il se sent bien et où il peut s'exprimer, il peut être lui-même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais... Oui, on en parlera après. Si on veut faire évoluer les choses de l'intérieur du système, si on veut faire évoluer le modèle de l'intérieur du système, ça demande aussi des techniques de management bien précisées. Quand vous êtes retrouvé chez Danone, là vous êtes retrouvé avec des objectifs en termes de développement durable qui étaient impossibles à tenir.
Oui. Comment est-ce que vous en êtes sorti? Ça a été une grande leçon qui m'a été donnée par Franck Ribou et par Emmanuel, là, qui était là tout à l'heure. Emmanuel Faber. Hein, Emmanuel Faber. Le patron, le PDG de Danone. Voilà. Donc moi, si vous voulez, chez Danone, j'avais été un peu fichée comme l'activiste de service, qui parlait beaucoup, je suis très écolo en fait. Et un jour, mon boss est venu me chercher en me disant, bon maintenant tu vas arrêter de parler puis tu vas faire un peu. Voilà, ils ont eu cette idée un peu bizarre qui me paraît folle. Ils veulent réduire l'empreinte carbone de 30% en 3 ans. Vous imaginez, 30% en 3 ans. Voilà, et donc pendant les 6 premiers mois, j'ai passé 6 mois à expliquer à Emmanuel que c'était juste pas possible et que si on emmenait toute l'entreprise, parce que ça allait jusqu'au système de rémunération des dirigeants, hein, tout le monde avait son bonus en partie pour un tiers réalisé en fonction de la capacité à atteindre cette réduction de l'empreinte carbone. In fine, on a quand même réduit de 2 millions de tonnes l'empreinte carbone du groupe. Hein. Si on amène tous ces gens-là dans une direction, il faut les emmener au succès. On peut pas. Faisons 20% et je te fais un plan qui va arriver aux 20%. Et là, au bout de 6 mois, Franck s'est un peu énervé. Il a eu 4-5 entretiens, interviews, et il a raconté à tout le monde qu'on allait faire moins 30%. Puis il est revenu me voir en me disant, maintenant, on va être obligé de le faire. Voilà. Donc, c'est un peu cette notion de s'obliger en déclarant. Et a posteriori, c'est une leçon magnifique parce que les 20%, il disait en fait, les 20%, vous allez serrer les boulons et vous allez y arriver en faisant de l'incrémentalisme. Et moi, ce que je veux, c'est que je veux révolutionner les pratiques pour préparer l'entreprise à un monde de demain, le monde où les ressources deviennent rares et où on ne peut pas continuer à se comporter comme on se comporte. Et je dois reconnaître qu'il avait raison. Le 20%, on le faisait facilement. In fine, on a fait 34%. Et en faisant 34%, on était obligé de révolutionner les pratiques, d'inventer une nouvelle façon on a inventé des investissements verts qui tenaient en compte plein d'autres choses que juste le retour financier pur. Et surtout, on a transformé les mentalités, on a éveillé les consciences. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut avoir un rêve et il ne faut pas avoir peur d'avoir un rêve assez grand. C'est ce que dit Oscar Wilde, un rêve assez grand pour qu'on ne le perde pas de vue en chemin, quoi. Blandine Mullier, vous accompagnez des jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises, qui peut-être s'emballent dans la croissance de leur entreprise, hein, qui peuvent peut-être perdre un peu la tête par moment, qui peuvent peut-être aussi s'engager dans des secteurs ou qui ont des projets d'entreprise que vous ne partagez pas. Comment vous appréhendez cette question-là avec eux ? Il y a plusieurs sujets. Il y a l'objet de l'entreprise elle-même et puis la façon de le faire dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je constate que les nouveaux entrepreneurs aujourd'hui, ils cherchent du sens dans leur entreprise. Ils se disent, mais comment je peux avoir une implication pour la planète et mettre du sens. Et c'est que comme ça qu'ils savent que l'entreprise sera en développement et durable. Donc ça va être aussi bien sur son core business, c'est-à-dire quel nouveau métier, pour qui, pourquoi, comment, et puis comment je fais mon management à l'intérieur, la RSE, c'est un grand mot à la mode, hein, la responsabilité sociale et environnementale ou la responsabilité sociale de l'entrepreneur, la responsabilité sociale de chacun, la responsabilité des collaborateurs, qui prend en charge la responsabilité de l'entreprise, les collaborateurs. On sent vraiment qu'il y a un mouvement de responsabilité individuelle dans l'entreprise en création. Vous leur parlez de questions de morale ou pas ? Alors moi j'ai un problème avec la morale, alors je vous remercie de m'avoir invité ici ce soir parce que ça fait 15 jours que je me dis mais qu'est-ce que je vais leur raconter sur la morale ? Alors pour moi la morale et l'éthique, d'abord j'aime pas le mot moral, ce que je vous écrivais déjà, j'aime pas le mot moral parce que j'ai l'impression que c'est un devoir, c'est quelque chose que j'ai lourdement sur mon épaule, c'est de l'héritage, c'est mes parents qui tu dois, c'est l'église, c'est la morale. La morale c'est figé. L'éthique, je l'habite. L'éthique, c'est comment je vis ma vie. Donc moi, la morale dans l'entreprise, ça me parle pas. Moi, je préfère beaucoup plus dire la responsabilité, le partage, l'écoute, la bienveillance, l'exigence, la bienveillance. Je préfère tous ces mots que le mot restrictif de morale. Moi, quand j'entends morale, j'entends le mal. Hugues Lebret, je reviens à cette question de tension entre un secteur dans lequel on travaille et puis des enjeux moraux, de responsabilité. D'une manière un peu similaire, même si c'est dans un autre secteur, vous travaillez dans le secteur bancaire, qui est banquier.
On sait qu'en tant que banquier, on peut faire très bien son travail, mais aussi on est dans un univers où on parle beaucoup de financiarisation de l'économie, chose que dénonce d'ailleurs beaucoup le pape François en ce moment. On a des gens qui se retrouvent parfois dans des situations bancaires très très difficiles, qui ne sont pas forcément accompagnés. Enfin, voilà. Comment vous avez appréhendé cette question entre être dans un secteur qui parfois peut avoir des dérives et le fait de le faire bien? Cette question morale. D'abord, tous les secteurs ont des dérives, et il me semble que ce qui est important, c'est le sens que l'on donne à son action. Et on peut considérer que dans la finance, il y a des métiers qui ont du sens. Financer les projets des autres, les aider à se développer. Et donc on trouve toujours à se raccrocher à quelque chose qui est juste. Mais finalement, la question qui m'intéresse moi, c'est pourquoi j'ai pas eu l'idée du compte nickel quand j'étais en charge de l'innovation à la Société Générale et des activités Internet. Et pourquoi c'est Riyad qui a eu l'idée? Parce qu'il était dans la rue et qu'il l'a vécu. Et pourquoi j'en ai pas eu l'idée? Parce que j'ai pas écouté, j'ai pas vu ces gens-là. Et pourquoi je me satisfaisais des réponses qu'on me donnait? Et pourquoi je raisonnais avec les enquêtes que j'avais? Et finalement, la réponse est la paresse. Et donc, on a l'impression de faire bien les choses, mais on les fait pas bien. Si par exemple je prends l'exclusion bancaire, qui est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, où la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui il n'y a plus d'exclus bancaires, on peut ouvrir un compte nickel sans condition de revenus, sans condition de patrimoine. C'est le principe. Hein. Et donc c'est le principe. Donc on a annulé ce sujet qui concerne des millions de personnes. Ce qui est intéressant, c'est pas comment je la vois aujourd'hui, mais c'est comment je la voyais avant, puisque c'est là qu'on a la réflexion sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et en fait, c'est le manque d'exigence qui fait que je le voyais pas. Le sujet, il y a le sujet de l'exclusion bancaire. On dit c'est pas bien, il faut qu'il n'y ait pas d'exclus. Donc on dit le système, les banques, la Fédération bancaire française, le législateur, disent on va créer le service bancaire de base. Donc tout le monde va avoir le droit, pour 3 € par mois, d'avoir des moyens de paiement de base, etc. Et donc on se dit, on fait ce système-là. Mais pour en bénéficier, il faut saisir la Banque de France. Et pour saisir la Banque de France, il faut avoir une lettre de refus de sa banque. Et il n'y a aucune banque qui signe la lettre de refus. Et donc sur les 2,5 millions de gens qui sont interdits bancaires, les 6 millions de gens qui sont en exclusion bancaire, il y en a 30 000 par an qui bénéficient du service bancaire de base. À la question, est-ce qu'on a réglé le problème? Ma réponse paresseuse, c'était oui. On a dans le catalogue le service bancaire de base. Et en fait, je n'avais pas l'exigence de poser la question d'après, combien de clients en bénéficient? Et la question d'après, combien sont satisfaits de ce service? Est-ce que ça marche? Et en fait, les gens qui bénéficient de ce service, parce que le système d'information des banques est un peu obsolète, pour faire simple, en mode batch la nuit, ne peut pas les empêcher de passer en découvert et de réavoir des incidents et de repartir vers l'exclusion. Donc ils ont service et puis ils repartent vers l'exclusion. Qu'est-ce qui manquait à la société quand vous étiez à la Société Générale pour voir ça au fond? Et donc le sujet, c'est comment je raisonnais de ma tour d'ivoire. On a des emplois du temps qui sont délirants. En novembre, quand on est au comité exécutif de la Société Générale, on a 50% de son agenda qui est pris jusqu'au mois de décembre l'année prochaine, juste sur le pilotage du groupe, 50% du temps. Si on rajoute toutes les réunions pour piloter sa propre direction, on a 99% du temps qui est déjà quasiment bloqué. Donc le temps de réflexion, le temps d'analyse. Et donc on fonctionne par dossier. On fonctionne une problématique, on programme une réunion dans 3 mois, il y a quelqu'un de sérieux qui fait le dossier, on a le dossier une semaine avant, on le lit. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce dossier? On lit l'ensemble des analyses qui sont faites, où je me rends compte après coup qu'elles sont faites pour justifier qu'on fait bien. Vous savez que sur les sondages, la phrase de Jean-Marc Lèche, qui était l'ancien patron d'Ipsos, c'est « dis-moi les réponses que tu veux, je te dirai les questions qu'il faut poser », et puis la manière de les amener. Et finalement, je pense que quand on est dans une grande institution, quand on est dans une tour d'ivoire, on est aveugle. On est aveugle par perte de sens des réalités. On est aveugle par richesse d'informations, par richesse d'analyse, par strate de couches d'analyse de gens extrêmement brillants. On dit que le pouvoir rend seul. À l'Élysée, au bout d'un certain temps, on ne voit plus la vraie vie, etc. Et c'est la même chose dans les grands groupes. Et donc le sujet fondamental, c'est comment je ne déconnecte pas de la réalité et comment j'arrive à revoir sans prisme les véritables sujets.
J'ai un objet social, je dois développer l'entreprise, j'ai des ratios qui sont suivis par les observateurs, les investisseurs, etc. Et j'arrive à livrer ma copie, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Et pourtant, je suis passé à côté d'un sujet qui mettait 6 millions de personnes dehors et j'ai rien fait. Et j'ai rien fait en étant persuadé que j'avais bien fait. Et donc la question, c'est comment je fais pour bien voir le sujet. Et en fait, il faut redescendre dans la vraie vie, il faut aller dans la rue, il faut manger un jambon beurre au bistrot, il faut écouter les gens, il faut les voir, il faut discuter avec eux. Et en fait, quand on est dans un très grand groupe, à des très hauts niveaux, on est pris dans un tourbillon, on est dans un brouhaha, on est dans une valse extrêmement rapide, à 10 temps, et on perd le sens des réalités. Voilà. Il vous a fallu une forme de traversée du désert qui a été douloureuse sur le coup pour pouvoir changer de regard. Je ne sais pas si c'est la traversée du désert qui a fait changer de regard, mais c'est vrai que quand on a l'uniforme et les épaulettes, tout le monde vous trouve brillant. Et puis c'est vrai que quand on enlève tout ça et qu'on se retrouve en t-shirt dans la rue, tout le monde vous trouve nul. Et c'est vrai que le regard des autres change. Et c'est vrai que quand on est sans boulot pendant un certain temps et qu'on cherche à se réinventer, à redémarrer, on a de moins en moins de coups de fil. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène de solitude dont j'ai voulu témoigner dans le livre Nos banques. Les gens me disent, mais tu nous mets mal à l'aise dans ce que tu dis, mais j'écris ce que je ressens. Et je veux le partager parce qu'on a tous des copains qui, à 50 ans, ont été foutus dehors, qui ont été au chômage pendant 6 mois, et dans les dîners, ils disent, je vais bien, mais ils vont pas bien. Et donc, il faut le savoir, et donc, il faut le partager. Et donc, c'est évident que cette expérience, que quelque part je recherchais peut-être, redonne beaucoup d'humilité, rend beaucoup plus ouvert et permet des rencontres qu'on n'aurait pas faites sinon. Au directeur, au Pôle emploi de Rueil-Malmaison, c'est la première fois qu'il voyait pointer un directeur d'entreprise du CAC 40. Oui, il n'y avait aucune case dans les... voilà. Et quand on me disait quel métier vous voulez refaire, qu'est-ce que vous savez faire, je disais j'ai un brevet de pilote de banque, mais il n'y avait pas grand-chose dans les cases. Et expliquez-nous juste en 2 mots en quoi consiste exactement le compte nickel, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. Le compte nickel, c'est tout simple, c'est juste pour être payé et pour payer. Donc vous allez chez le buraliste, vous demandez un compte nickel. 5 minutes après, vous ressortez avec un relevé d'identité bancaire, une Mastercard active. Vous avez un espace internet, un service client, ça fonctionne comme une banque, sauf que ça ne fait pas de crédit, ça ne fait pas d'épargne. Donc on a juste une prestation de service, qui est un service de haute technologie, en temps réel, on est les seuls à avoir le temps réel, qui fait le métier historique de la banque, qui est d'avoir un coffre-fort sécurisé, des mouvements sécurisés et des écritures justes. Et donc on a dissocié cette fonction qui est aujourd'hui une fonction de technologie. Comme on ne fait pas de crédit, s'il y a l'argent on paye, s'il n'y a pas l'argent on ne paye pas. Donc les gens ne payent pas plus que ce qu'ils ont. Alors beaucoup de gens disaient vous allez vous planter parce que les gens veulent un petit coup de pouce à la fin du mois et veulent un crédit. Et en fait, le coup de pouce, il est comme ça. Les gens mettent des mois à récupérer les agios, les frais d'incident, les frais de rejet, etc., qui sont chargés. Et en fait, les gens nous disent merci, parce qu'ils disent grâce à vous, je suis plus dans le rouge à la fin du mois. Mais c'est grâce à eux. Et donc ça veut dire qu'il faut leur donner tous les moyens d'information en temps réel sur combien ils ont. Il n'y a pas de date de valeur, il n'y a pas d'opération à venir, tout est en temps réel. Et donc ça fonctionne exactement comme un compte bancaire. Vous avez votre carte, vous payez dans tous les magasins, vous payez sur Internet, vous faites des virements sur Internet, vous prenez de l'argent au distributeur, vous pouvez en prendre chez le buraliste, vous pouvez en déposer chez le buraliste. Sauf que on vous vend rien d'autre. Pour 20 €, vous avez ça. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez mis sur votre compte. Ce que vous mettez sur votre compte, vous donnez votre relevé d'identité bancaire au Pôle emploi ou à votre employeur, où vous pouvez déposer dans des conditions très limitées des espèces chez le buraliste, et vous dépensez votre argent comme tout le monde. Et la promesse qui intéresse les gens, et d'ailleurs sur les sujets marketing, les gens ne veulent pas qu'on fasse de marketing, parce que c'est pas pur, ce serait galvaudé. Nous, on est réputé pour avoir un engagement sociétal, et donc on vous vend rien d'autre. Donc vous n'êtes pas un score marketing, vous n'êtes pas un gogo, vous payez 20 €, vous avez ça, vous êtes informé en temps réel surtout, et c'est extrêmement sain, et il n'y a plus d'exclusion, et on ne vous demande pas à l'entrée combien vous gagnez, combien vous dépensez, ce que vous avez, ça nous est égal. Et on ne gagne pas plus que vous ayez 1 million, que vous ayez 1 €, c'est la même chose pour tout le monde. Alors que dans le système bancaire, plus tu es pauvre, plus tu payes, parce que la moyenne c'est 192 € par an, mais les 3 premiers déciles de la population c'est 500 € par an, et parce que c'est eux qui ont les agios, les frais d'incident, etc. On voit comment... Et donc, grâce à l'évolution de la réglementation, grâce à l'évolution des technologies, grâce à un système de distribution très original qui est celui des buralistes, c'est-à-dire au coin des rues, etc., on arrive à avoir une équation où en gagnant très très peu d'argent et en ayant des coûts très très serrés, on arrive à offrir une prestation de très très grande qualité aux gens. Donc il n'y a plus depuis le mois de février dernier
d'exclusion bancaire. Ceux qui sont encore exclus bancaires ne nous connaissent pas encore. Mais voilà, on peut donner un RIB. Le premier client, je termine là-dessus, pas le premier, mais on a ouvert en test un premier buraliste au mois de décembre à Paris. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième client, il venait de Nice. Et on lui a dit, mais pourquoi vous venez de Nice? Et il faisait l'aller-retour juste pour ça. On a dit, j'ai pas travaillé depuis 2 ans. Là, je suis en contact avec une boîte d'intérim, elle me demande un RIB. Ben, je fais 900 km aller, 900 km retour pour venir chercher mon RIB et pouvoir travailler. Ben, quand on a fait ça, on se dit qu'on est satisfait des 4 ans qu'on a mis à développer le projet, quoi. On voit comment vous avez réussi à tirer quelque chose de constructif d'une situation de crise. Monseigneur Barbarin, vous aussi, vous avez dû gérer des situations de crise, des situations très délicates en lien avec des comportements amoraux de la part de prêtres. Je pense à ce prêtre qui a été mis en examen au printemps dernier pour atteinte sexuelle et corruption de mineurs. En tant que responsable d'une institution, vous avez été amené à gérer cette crise, à trouver les éléments de langage, à délivrer un message et donc à poser des choix et des arbitrages. Qu'est-ce qui vous paraît important d'en retenir ? Qu'est-ce que vous avez appris peut-être à cette occasion et qui puisse être transposable dans l'univers d'un entrepreneur ou d'un cadre qui lui-même peut être confronté à des enjeux similaires ou au moins proches ? Je ne sais pas si je sais répondre à la fin de la question, mais au début, oui. D'abord, tu prends un très mauvais coup. Et puis, tu n'es pas le seul à le porter. C'est toute l'église de Lyon qui le prend et tout l'ensemble des prêtres de Lyon qui le portent. Donc, il y a quelqu'un qui a gravement failli à sa mission et tout le monde le sait. D'une certaine manière, tout le monde se réveille. Donc là, il y a un choc qui est salutaire d'une certaine manière. Donc, discuter avec l'intéressé, se faire expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, il y a la justice française, qui n'a encore pas rendu son jugement. Donc on respecte le timing qu'il lui faut pour l'instruction, etc. et ensuite pour donner son jugement. Ensuite, il y a l'intérêt sur la personne elle-même, discuter avec elle, bune à bune, comme on dit à Lyon, clairement, qu'est-ce qui s'est passé, que deviens-tu, comment ces choses-là se passent-elles, comment vois-tu l'avenir ? Et puis après, il y a toute une fraternité. Donc peu de temps après, j'écris une lettre à tous les prêtres du diocèse en disant ça sert à rien de dire oh l'horreur, oh comme c'est mal, etc., etc. Au fond, si ce genre de choses-là arrivent, c'est parce qu'elles sont dans le cœur des hommes. Donc que faisons-nous, nous, pour regarder les choses de la sorte, voyez ? Qu'est-ce qui fait qu'on est conduit à cela ? Et alors, à partir de là, donner un certain nombre de jalons. Et finalement, j'ai été bien aidé pour faire cette lettre, enfin, si vous voulez, à l'ensemble des prêtres de mon diocèse. Et ça a été un moment très fort, parce que tout le monde a dit, bon ben, très bien, on l'a lu ensemble en équipe de prêtres, en fraternité, etc. Et on s'est dit, effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Nous, enfin, si vous voulez, dans l'église, il n'y a pas 2 catégories. Il y a un prier pour nous, pauvres pécheurs, c'est-à-dire 100% de l'effectif. Donc dire les autres sont très mal en disant mais moi c'est s'enfermer dans une tour d'ivoire comme vous disiez tout à l'heure, donc pas question, et que chacun regarde la vérité sur ses addictions, sur ses mensonges internes, enfin sur tout ce qui est tordu à l'intérieur de nous, voire pervers, etc. pour parler français, pour dire les choses en vérité. Et d'une certaine manière un choc aussi douloureux pour une personne qui a été affreusement blessée par ça. Douloureux aussi d'ailleurs pour celui qui a commis cet acte horrible et qui du coup le reprend en pleine figure par boomerang. Et l'est pour tout le monde. Et moi je pense que ça peut vraiment être un réveil. Où en sommes-nous en vérité ? Voilà. Vous en avez appris quelque chose, vous, à titre personnel ? C'est la première fois que ça m'arrivait après 15 ans d'épiscopat. J'aurais souhaité que ça ne m'arrive jamais, mais enfin voilà, de toute façon c'est comme ça. Et je crois que ça m'a... J'ai longuement prié pour me dire, et maintenant, qu'est-ce que je dois dire à l'intéressé ? Qu'est-ce que je dois dire à mes frères prêtres ? Parce que pour eux, c'est un très grand désarroi. Immédiatement, beaucoup de messages me sont arrivés et j'ai vu qu'il y avait une attente. Donc, je devais parler, je devais écrire. Et après, ça m'a valu beaucoup de courriers en retour. Je pourrais dire une chose sur mes 3 autres intervenants, d'avoir réconcilié ma voisine de droite avec le mot moral, parce que quand elle dit j'aime bien l'éthique et j'aime pas la morale, mais ma chère Blandine. La provocation. Non, mais c'est pas ça, mais c'est le même mot surtout. Parce que ethos et tous en grec, ça veut dire meurt. Alimenter la conversation. Voilà, bon, si c'était pour me faire parler, vous avez réussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il s'agit des comportements. Il y a un mot qui est un mot grec et l'autre qui est un mot. Alors, ce qu'il y a, c'est que par derrière, on entendait que dans la morale, il y avait des quantités de principes, des interdictions, des obligations qu'on m'avait dit quand j'étais petite fille, et ma maman et ma grand-mère et tout ça, peut-être, enfin, j'en sais rien. En fait, les comportements, personne n'y coupe. Je vais le rapprocher avec ce qu'a dit mon autre voisine tout à l'heure. Elle dit, moi, je suis arrivé sur le marché, et alors, la consommation, ça me plaisait beaucoup, et tout ça, c'était très intéressant. J'étais toute novice sortie de l'ESSEC, donc j'avais plein de punch pour tout ça. J'étais obligé de me réveiller.
Et je me suis aperçu qu'il y avait vachement de mensonges derrière cette notion de la consommation et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans Evangelii Gaudium, la lettre que le pape François a écrite, il dit « Attention !» non à une consommation excessive et mensongère. Donc vous êtes exactement dans la ligne de ce qu'il dit. Tout d'un coup, c'est la réalité qui vous réveille. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la morale, c'est les faits, c'est la manière de se comporter, c'est le concret. Lui, par exemple, j'ai lu son livre sur Kerviel. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit, on avait fait des sessions, on avait invité quelqu'un qui était chargé de nous instruire et tout. On a écouté ça sagement. Mais en fait, ça nous confortait dans l'idée qu'on est les meilleurs, quoi. Et donc on était dans une bulle. Et après, ce que j'aime bien, dit-il, c'est qu'il faut que je mange un jambon beurre, quoi, au café, au bistrot de la gare. C'est-à-dire, quand je n'ai plus le contact concret, il n'y a pas de morale possible. Tout ça, c'est des mensonges. Il faut absolument avoir ce contact avec le concret. Donc ça m'a touché dans vos 3 interventions. Et je pense que la morale, il ne faut jamais la refouler, si vous voulez, dans des principes, dans des valeurs, comme on dit. Valeur, c'est un mot valise, quoi. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais le mettre toujours avec les faits concrets. Alors là, on voit, il dit, son fameux dimanche 20 janvier à 13h. Alors là, la réalité les a rappelés de manière massive. Il m'a dit, tous ceux qui étaient là dans le bureau de notre PDG, ils s'étaient complètement hébétés et perdus. Et on se demandait si tout n'allait pas exploser dans la semaine qui allait arriver. On est rattrapé par les faits. Voilà, exactement comme l'exemple que vous m'avez dit tout à l'heure à propos d'un des prêtres de mon diocèse. Là, c'est une immense gifle que moi, l'évêque de Lyon, je prends, mais que toute l'église de Lyon prend. Donc, il faut bien faire quelque chose. Ça, c'est la morale, vous voyez. C'est-à-dire, concrètement, comment tu te comportes devant une situation qui est une situation mensongère, une situation difficile, une situation explosive. Bienvenue dans cette émission spéciale KTO RCF. Depuis la 13e édition des entretiens de Valpré à Écully près de Lyon, nous avons posé nos studios. Vous l'avez compris, le thème de notre soirée est la morale dans l'entreprise. Est-ce un vœu pieux? Avec différents invités, donc le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, Myriam Cohen-Velgreen, qui est PDG de Mars Petcare France, Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre, Hugues Lebret, cofondateur du Compte Nickel et ancien directeur de la communication de la Société Générale. Quand on parle de morale en entreprise, je pense qu'il y a une question de fond, c'est quand on prend une décision, ce qui est le propre d'un dirigeant, où est-ce qu'on se situe? Où est la ligne rouge? Rien n'est toujours tout blanc, tout noir, c'est toujours très complexe, très compliqué. Vous, Hugues Lebret, Monseigneur Barbarin l'évoquait à l'instant, vous êtes retrouvé dans une situation avec la Société Générale d'urgence. Une situation de crise, vous aviez quelques heures pour réagir et là une pression immense, on a la pression des actionnaires, on a la pression de sa hiérarchie, on a la pression des médias. Comment alors on se situe pour prendre une décision et se situer par rapport à la ligne de la morale? D'abord, on n'a pas le temps de se poser de multiples questions. Et donc, le seul sujet, on récolte à ce moment-là les fruits de ce qu'on a fait dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que si au moment où on a un immense pépin, comme vous avez pu le connaître, on n'a pas agi d'une manière que l'on pensait convenable avec l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs, les salariés, même la société civile, etc. Et qu'on a très peu de crédibilité vis-à-vis de tous ces gens-là, on n'a aucune chance de gérer la crise et de remonter la pente. Donc je dirais que c'est le comportement d'avant qui fait qu'on a une capacité de gérer la crise. Et donc, en gros, pour faire simple, c'est tout le bien ou tout le mal qu'on a fait auprès de l'ensemble des parties prenantes pendant les 10 dernières années qui fait qu'on est capable de gérer ou pas, qui fait qu'auprès de ces gens-là, on a un crédit ou pas. C'est-à-dire que si on considère que c'est une bande de margoulins depuis le début, qu'est-ce qui leur arrive, c'est bien fait pour leur gueule, et que de toute façon, ça devait leur arriver à eux, on est mort. Si par contre, ils se disent, ils sont sérieux, c'est grave ce qui leur arrive, je veux comprendre pourquoi, et c'est des gens responsables, donc je vais essayer de les aider, on est dans un univers qui est complètement différent. Donc la première réponse, c'est l'éthique, ou la morale, ou le sens de son action, ou ce qu'on a pensé être juste ou pas juste, ou ce qu'on a fait bien ou pas bien dans les dernières années, et tout n'est pas bien, tout n'est pas rose, tout n'est pas idéal, tout est très très contrasté. D'ailleurs, dans une crise, c'est incroyable le nombre d'ennemis qu'on se découvre tout d'un coup. C'est-à-dire que le nombre de gens qui vous crachent à la figure tout d'un coup est absolument considérable, avec un effet d'amplificateur de jour en jour qui est très très difficile à vivre. Mais ça, je mets ça de côté. Deuxième sujet, quand on est dans l'urgence, on traite l'urgence. Et donc on priorise, on hiérarchise à fond. On ne se dit pas, je vais essayer d'avoir une bonne image. On dit, il ne faut pas que ça tombe, donc il ne faut pas qu'il y ait de crise de liquidité, donc il faut bien régler les sujets avec l'ensemble des banques. 2, il ne faut pas que les clients fassent la queue devant les guichets, parce que si on vide les dépôts, ça se vide comme un lavabo et ça tombe. 3, il faut qu'on recapitalise. 4, il faut que, etc. Donc on a des priorités, il n'y a rien d'autre qui compte que les priorités qui sont fixées.
Après, il y a la gestion de la crise, plus ou moins bien. Il y a la fatigue, le délitement des hommes. Il y a beaucoup de sujets, même d'hygiène et de vie et d'accompagnement dans les cellules de crise qui font que quelqu'un qui dort pas pendant 10 nuits est dans un état qui est lamentable et d'un dérèglement qui est complet au bout d'un certain temps. Et je dirais que toutes les questions fondamentales arrivent après. Pourquoi c'est arrivé? À quoi servait cette activité-là d'arbitrage du futur? Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'elle avait un vrai sens? Celle-là, non. Est-ce que ce que je voyais, moi, et l'impression que j'avais que tout était parfait, on avait eu le prix de la meilleure banque du monde en 2006, c'était complètement biaisé. Et j'avais pas vu ça, etc. Et du coup, on se réinterrogeait. Et finalement, c'est le temps après-crise qui fait qu'on se pose les vraies, les bonnes questions, et la question du sens de son action. Finalement, moi, je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foutu là pendant 10 ans, quoi. C'est-à-dire, j'ai dormi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, et donc, c'est l'après-crise qui fait les questions. La crise, on récolte les fruits de ce qu'on a semé pendant 10 ans, quoi. Myriam Cohen-Velgreen, la pression, elle peut aussi venir de ses concurrents, de l'univers dans lequel on évolue. Et vous, là, vous êtes dans un univers ultra concurrentiel, avec des multinationales qui se combattent à coups de campagnes publicitaires, de produits des autres qu'on enlève dans les rayons des supermarchés, etc. Comment est-ce qu'on fait là pour garder un code de bonne conduite, pour pas passer la ligne rouge? Et est-ce que la fin justifie les moyens dans cet univers-là? Non, la fin ne justifie pas les moyens. L'enjeu, on peut être dans un dans un registre de concurrence loyale et réussir sur le marché. Ça, j'en ai l'intime conviction en se donnant des règles de conduite et plus que des règles d'ailleurs, des principes de conduite. Et je suis très attachée à ça. C'est un peu ce qu'on a en place chez Mars, c'est-à-dire que on a des grands principes et après c'est pas des règles avec application automatique sans intervention de l'appréciation individuelle. C'est des principes qu'on essaye de suivre et qui permettent d'apprécier si la ligne de conduite est en phase avec la mission qu'on se donne. Voilà. Alors après, oui, quand on parle de on peut tout à fait, on a tendance quand on parle du marketing et des marques à diaboliser la marque. Moi, j'ai la conviction que la marque peut devenir vertueuse et c'est pour ça que je fais ça. C'est-à-dire que la marque, elle est au centre d'un système, elle nourrit un écosystème et si elle se donne un objectif, elle peut contribuer positivement à alimenter ce système. Je vais prendre un exemple pour illustrer parce que ça paraît un peu abstrait, mais par exemple, chez Danone, on avait développé un système qu'on avait appelé le lait de nos éleveurs. On peut décider de vendre du lait au prix de vendre des yaourts le moins cher possible et en écrasant toute la chaîne. On peut aussi essayer de contribuer à alimenter un système vertueux qui fait que la vache va être nourrie d'une certaine manière, qui fait qu'elle émettra moins de méthane et qu'elle polluera moins, qui fait qu'elle aura une qualité nutritionnelle qui sera meilleure pour le consommateur et qui fait qu'on pourra garantir à l'éleveur des prix à plus long terme et qui fait qu'il pourra survivre. Et après, il y a un coût et ce coût, il peut être partagé il peut être payé en partie par la marque et il peut être aussi en partie payé par le consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement ceux qui fabriquent, qui manipulent, on s'inscrit dans un système et on peut être acteur du changement de ce système. Blandine Mullier, je reviens, c'est la question de la décision, toujours pour un dirigeant, c'est complexe de décider. Et puis il y a un moment, effectivement, on est sous pression. Ça peut être ces dirigeants qui vous disent, par exemple, je ne sais pas, de fermer une usine, alors que vous vous dites, j'aimerais pas la fermer cette usine. Alors, vous, cette question d'appréhender une décision de manière autonome face aux pressions qu'on peut avoir, de concurrents, de dirigeants, d'actionnaires, comment vous l'abordez ça ? Par rapport à votre morale personnelle. Oui, alors vous parlez à quelle casquette finalement? Parce que comme tout à chacun, on a plusieurs casquettes. La dirigeante. De la Fondation Entreprendre, la présidente de la Fondation Entreprendre. Moi, je dirais bien, mais comme tout à chacun, ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on fasse à toi, au niveau de ton intégrité, au niveau de ton éthique. Ça veut dire que s'il faut fermer la boîte parce que, pour répondre à votre question, parce que il n'y a pas d'autre solution, eh ben fais-le bien, dans le respect des personnes. Et après, arrange-toi pour être intègre dans les décisions que tu prends. Et c'est pas l'économie qui guide les décisions, c'est l'homme au service de l'homme et qui va faire le développement de l'économie. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par
rapport à la transmission des valeurs, à la transmission des décisions, au discernement, au bon discernement des bonnes décisions, je considère que j'ai quand même beaucoup de chance de connaître Réseau Entreprendre, qui accompagne des entrepreneurs avec des méthodes d'entrepreneurs, et ce sont des entrepreneurs responsables. Et on essaye de s'entourer, et ce sont des entrepreneurs responsables qui viennent entourer d'autres entrepreneurs responsables. Responsables dans leurs décisions, avec 3 valeurs qui sont l'homme premier, la responsabilité, bien sûr, la gratuité. Je me prends le pied dans le tapis, l'homme premier, la gratuité et la réciprocité. Ce sont des valeurs fondamentales pour le respect de l'humain. Réseau Entreprendre, aujourd'hui, c'est 10 000 chefs d'entreprise qui s'accompagnent les uns les autres. Et ces 10 000 chefs d'entreprise sont en train d'aller témoigner dans les écoles de leurs valeurs d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre sa vie? Qu'est-ce que c'est que l'engagement? Parce que l'entreprise, finalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engage, qui prend des décisions. Il prend des décisions en son âme et conscience. Des fois bonnes, des fois mauvaises, mais il les assume et il rebondit derrière une décision qu'il prend. Et je trouve que c'est nous, tous chefs d'entreprise, dans le milieu des chefs d'entreprise, vous, qui devez témoigner aussi auprès des jeunes pour dire, regarde, prends le bon discernement pour prendre les bonnes décisions pour entreprendre ta vie et aller de l'avant. C'est ça l'importance dans le choix de la décision. Monseigneur Barbarin, sur ces questions de discernement dont parle Blandine Mullier, l'Église a une véritable sagesse dont elle peut faire profiter les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux cadres dirigeants et aux entrepreneurs qui se trouvent face à des décisions et des arbitrages à poser? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre comme message? Je voudrais d'abord dire que ce qui est dit sur la décision est très beau. C'est-à-dire que la décision, c'est en fait un acte de l'intelligence, quoi. Souvent, on le met du côté de la volonté, mais on décide sans difficulté quand on voit. C'est-à-dire, il y a telle et telle solution, il y a une décision à prendre, on écoute les différents conseils, et tout d'un coup, il y a un rayon de lumière qui vient chez toi, qui vient chez l'autre, etc. Et après, la décision, il faut la prendre. Ce ne sera pas forcément la meilleure. Après, une fois qu'elle est prise, il faut tenir. Et donc, c'est assez compliqué, le rapport entre l'intelligence et la volonté, mais de ce point de vue-là, je mettrais l'intelligence d'abord. Et ensuite, la volonté. Quand, par exemple, on pose la question de savoir est-ce que tel prêtre peut devenir évêque et tout, une des premières questions que je me pose, étant donné qu'on suppose que c'est un prêtre qui mène sa vie sacerdotale correctement et tout, c'est est-ce qu'il sait agir ? Savoir agir, savoir prendre une décision. C'est-à-dire qu'il faut que les choses avancent. Et c'est ça, quand on veut lui confier un poste de responsabilité de cet ordre-là, c'est-à-dire voir une situation et après prendre conseil d'un petit peu tout le monde et puis au bout d'un moment dire très bien, on décide ça et après s'y tenir. C'était peut-être pas le meilleur, le pire serait de revenir sur une décision qu'on a prise parce qu'à ce moment-là c'est le grand chaos, comme vous savez, pour tout le monde. Alors après, pour la question, je dirais que en fait, je trouve que la parole de Dieu est extrêmement éclairante. Je n'aime pas le mot commandement de Dieu, ça va peut-être faire plaisir à Blandine. J'aime beaucoup, en hébreu c'est devar, c'est-à-dire c'est à la fois une parole qui est une promesse. C'est un mot assez compliqué, qui est rendu par le mot réma en grec et qui veut dire c'est une parole de Dieu, c'est un engagement de Dieu dans nos vies et en même temps c'est une promesse qu'il te fait. J'aimerais bien qu'on présente les soi-disant commandements comme ça et qu'on l'entende de la sorte. Autrement dit, il me parle et il me dit, le premier de toutes ces paroles, la première, c'est tu adoreras Dieu et Dieu seul. Ouais, mon voisin ici, tout à l'heure, il a dit que Mars, il adorait. Bon, alors qu'un gamin dise qu'il aime le chocolat, je suis content. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui adorent l'argent, quoi. Voilà, pour dire la vérité. Ça, c'est un énorme problème. Donc, des idolâtres, il y en a des paquets. Des tentations d'idolâtrie, il y en a énormément en moi. Si je veux savoir de quoi je suis idolâtre, c'est facile. Vous regardez dans la rue ce à quoi vous pensez quand vous pensez à rien. Eh ben, c'est très révélateur. Ce sont vos idolâtries. Donc, mettre quelqu'un devant la vérité de ceci. Il y a des tentations d'idolâtrie partout. Et alors, après, il y a un certain nombre d'autres domaines, si vous voulez, qui sont des domaines assez concrets et précis. Dans les points fondamentaux de la vie. Les points fondamentaux de la vie, c'est la sexualité parce qu'elle est source de vie, le pouvoir parce qu'il est source d'ordre dans toute la société, et l'argent parce que c'est les moyens de vivre, quoi, c'est tout. Donc ce sont 3 domaines qui sont évidemment des biens, qui sont fondamentaux, qui sont sources de vie, mais qui peuvent être le lieu de perversion ou de violence absolument inimaginable. Sur ce sujet, il faudrait que chacun soit très clairement averti. Autrement dit, le premier combat qu'on a à mener contre soi-même, c'est de nommer clairement où sont nos idolâtries. Le mot à la mode pour ça maintenant c'est les addictions. Bon, je ne sais pas si je couvre exactement. Enfin, c'est pas forcément si loin que ça. Et arriver à nommer ces idolâtries à l'intérieur de nous pour les combattre. Et ensuite, quand on en est véritablement délivré, encore une fois, c'est pas un commandement.
C'est une promesse que Dieu te fait. Laisse-moi faire, laisse-moi un peu agir en toi. Laisse-moi te parler 5 minutes, quand même j'ai quelque chose à dire d'utile pour toi et pour tous les autres autour de toi. Et à ce moment-là, je trouve qu'il nous remet véritablement en place. Je crois qu'à ce moment-là, on peut faire confiance à une personne. Vas-y, tu as grâce d'État. Vas-y, tu es taillé pour la course. Vas-y, si on t'a mis à ce poste-là, c'est sans doute parce que tu savais prendre les responsabilités. Mais, dans Luc 21, 34, il dit ça, Jésus, il dit « Méfiez-vous de vous-même ». J'aime bien cette phrase. Je peux rebondir là-dessus? Oui, Blandine Millier. Parce que moi, j'ai découvert quelque chose il n'y a pas très longtemps qui m'a changé la vision de ma vie. Je parle 2 secondes de moi, mais je parle de vous. C'est que quelqu'un m'a dit un jour, il y a la petite Blandine et puis il y a la grande Blandine. Donc je vous le dis à vous, il y a la petite personne et la grande personne. La petite personne, c'est les 3 fondamentaux dont vous parlez, c'est juste humain. Et dedans se loge le pouvoir, l'ego, l'envie, la jalousie, les faiblesses, les petites choses de la vie. Et puis et il faut l'aimer parce que c'est notre personnalité aussi. Et après, il y a la grande personne, c'est sa mission de vie. Pourquoi on est là sur Terre? Quelle est notre incarnation? Qu'est-ce qu'on vient faire? Pourquoi on est là à ce moment-là? Pourquoi on développe telle action ou telle autre? Pourquoi on prend telle responsabilité ou telle autre? Pourquoi tout à coup c'est juste? Et là, on s'en remet dans les mains de Dieu, par exemple, ou des hommes, de tous les hommes, en disant mais ils ont confiance en moi sur la mission dans laquelle je suis en train d'aller, et ben j'y vais. Et donc de développer le beau, le grand, sans renier le petit, et vivre avec les deux. J'ai trouvé que c'était très fort. Alors pour revenir à l'entreprise, j'aimerais qu'on parle quand même aussi des garde-fous. Quels sont, d'après vous, si on avait à faire un peu de prospective, à réfléchir à quels garde-fous mettre dans les entreprises pour éviter ces fameuses affaires dont nous parlons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises? Des outils socles, des critères de base pour qu'effectivement la ligne rouge ne soit pas dépassée. Hugues Lebret. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est autour des ressources humaines. Et je pense qu'il y a une phrase que j'aimais bien de Daniel Bouton. Son seul défaut, c'est qu'il l'appliquait pas. Mais il n'y a pas de bonne organisation. La bonne organisation, c'est celle qui change régulièrement. Il y a une énorme valeur à avoir quelqu'un de nouveau à un poste, avoir un œil neuf sur ce poste-là. Non pas que l'ancien n'était pas bon, non pas qu'il était usé, mais il y a juste un regard différent, un œil neuf. Je pense qu'on éviterait bien des problèmes. Le régulateur peut agir, le marché peut agir, des sanctions peuvent intervenir, etc. Mais je pense que le véritable sujet, c'est comment sont formés les gens, quelle conscience ils ont des propres risques dans leur activité, des propres impacts, que ce soit environnementaux, sociétaux, humains, etc. Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple des salles de marché, je pense que les gens qui sont acteurs dans une salle de marché et qui achètent et qui vendent des actions d'entreprise devraient faire un stage de 15 jours par an dans une entreprise et dans une PME. Regardez qu'il y a derrière tout ça. On retrouve l'idée du sandwich et du jambon. Je pense que il doit y avoir des vacances de poste pendant plus d'un mois, que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe du poste. Je pense qu'on doit... Personne n'est indispensable. Moi, j'ai une grande admiration pour les gens comme l'ancien patron d'Unibail, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'occupe maintenant du choc de compétitivité de l'État, qui dit « je m'en vais ». Et on dit « pourquoi ?» Il dit « 10 ans, ça suffit ». Et je trouve qu'il faut avoir ce courage-là, c'est-à-dire que personne n'est éternel, personne n'est indispensable, et je trouve que ça s'orchestre. Et si je regarde le fonctionnement des conseils d'administration, si je regarde le fonctionnement des comités de direction, c'est la partie qui me semble la moins bien faite. Et donc quand on se met à gérer l'ensemble de ces choses humaines, on se pose les questions fondamentales sur finalement qu'est-ce que l'on veut, et je pense qu'on évite beaucoup plus de risques. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, les garde-fous qui existent, c'est les garde-fous que tout le monde connaît, qui s'appellent l'opinion, qui s'appellent le marché, qui s'appellent les clients viennent ou viennent pas, les CV arrivent ou arrivent pas, les gens ont envie de travailler ou pas dans cette entreprise, elle a des valeurs et elle s'y retrouve. Et donc, il y a des tas de garde-fous, y compris financiers. Quand on n'est pas performant, on perd de l'argent et on doit fermer. Donc, il y a des tas de garde-fous. Mais le sujet le plus important, c'est la place de l'homme dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet homme-là? C'est-à-dire quel est son développement personnel, quelle est sa formation, quel est le sens de la responsabilité qu'il peut avoir,
quelle est sa compréhension des impacts, puis aussi bien sûr quel est son potentiel et quel est le développement. Donc pour répondre de manière très brève, je pense que le meilleur garde-fou, c'est de donner une place à l'homme à l'intérieur de l'organisation beaucoup plus importante, y compris dans des formations très très variées et pas forcément a priori efficaces. Et pour vous, Myriam Cohen-Velgreen, de quel garde-fou est-ce qu'on a besoin? Vous avez l'expérience d'une entreprise anglo-saxonne, c'est peut-être différent. J'aurais pu faire exactement la même réponse. L'homme au cœur et l'homme au centre. Pour moi, il faut faire le pari positif que l'homme peut prendre sa charge et créer les conditions dans l'entreprise pour qu'il puisse rester vivant. Quand je dis rester vivant, c'est exprimer ce qu'il a exprimé et se sentir autorisé à intervenir, être responsable de ce qu'il fait. Voilà. Je dois dire que ça fait que 2 ans que je suis chez Mars, et pourtant je croyais, venant de chez Danone, qui est une très belle boîte de ce point de vue-là, je pensais en connaître beaucoup sur le développement des hommes en entreprise. Et j'ai pris une claque en arrivant quand j'ai vu qu'on peut créer un environnement qui fait que les hommes sont debout. Ça paraît fort ce que je dis, mais c'est quelque chose de l'ordre de... Il n'y a pas de statut, il y a pas... La première des choses que Victoria Mars m'a dit quand je suis arrivée chez Mars, elle a absolument tenu à me voir parce que tout DG passe par elle pour qu'elle parle des visions. Elle m'a dit « Tu n'es pas plus importante que n'importe qui dans cette entreprise ». Et c'est quelque chose qui est véhiculé de manière très très forte. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cafétéria, il n'y a pas de place de parking. Tout le monde est dans un open space. Et le matin, quand j'arrive, il y a des ouvriers qui passent et qui viennent et qui me parlent. Et je pense que ça crée les conditions de garde-fous multiples, parce que si les gens sont autorisés et peuvent dire ce qu'ils ont à dire, les choses sortent. Voilà. Après, il y a une deuxième chose à laquelle je suis sensible dans les garde-fous, au-delà du fait que je crois aussi que le consommateur vote chaque jour pour la marque qu'il achète et qu'à terme, les marques, si elles n'ont pas d'utilité, elles disparaîtront. C'est les nouveaux consommateurs, c'est la génération Y. Ils nous questionnent et ils nous amèneront à changer aussi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi important de créer des recours pour permettre aux gens qui seraient dans des situations où ils ne peuvent pas s'exprimer, de le faire de manière libre. Voilà. Donc il y a plein de systèmes dans l'entreprise qui existent, des numéros, des gens qui sont des médiateurs et qui sont là pour écouter avec des grandes oreilles et qui sont prêts à intervenir et à jouer ce rôle de médiation. Myriam Cohen-Velgreen, pour compléter votre propos, on sait que souvent des dirigeants sont seuls. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, personne n'ose leur dire non. Personne n'ose critiquer. Comment on instaure ce climat-là dans un respect mutuel? Est-ce que c'est un vrai défi, ça? Je pense que la première réponse, elle a été donnée par Blandine tout à l'heure, c'est de donner du sens aux choses qu'on fait. Parce que quand on est là et qu'on sait pourquoi on est là, quand on connaît le pourquoi, on peut devenir cet individu responsable dont je parle. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une petite tâche parcellisée, coupée du reste. On comprend le tout. C'est le pourquoi qui me paraît très important. Voilà. Blandine Mullier, s'il y a quelqu'un qui est bien seul, c'est bien l'entrepreneur qui est souvent quelqu'un au tempérament indépendant, qui a appris à ne compter que sur lui-même. Est-ce que ce sont des traits de caractère contre lesquels vous luttez ou pas? Et comment est-ce que vous faites pour qu'il ait l'idée d'instaurer des garde-fous dans une entreprise qu'il a lui-même créée et avec laquelle il entretient un lien quasi charnel? C'est une vraie question pour la pérennité de l'entrepreneur. Je m'explique. Il faut faire vraiment la différence entre l'entrepreneur et l'entreprise. L'entrepreneur a créé son entreprise, mais il n'incarne pas son entreprise. Ce n'est pas lui l'entreprise. Lui, il a d'autres vies. Il entreprend une fois, il entreprend 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je veux dire, c'est son bébé, mais c'est pas lui, c'est pas son identité. Dans notre famille, on a instauré depuis le début la dualité conseil d'administration, comité exécutif, ce qu'on appelle dans le jargon. Et c'est un super échange de dualité, c'est le pouvoir duel en fait, qui décide ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de PDG chez nous. Il y a le président de son conseil et il y a le directeur de l'entreprise. On ne confond pas les missions des uns et des autres. Et c'est le plus important, je pense, pour qu'un entrepreneur puisse ne pas être seul. Il est accompagné avec bienveillance, avec un conseil qui lui dit de temps en temps, lève le nez, où tu vas ?
De temps en temps, lève le nez, est-ce que tu es dans ton éthique? Est-ce que tu t'occupes bien de tes collaborateurs? Est-ce que tu t'occupes bien de tes clients, tes fournisseurs? Qu'est-ce que tu fais, etc., etc. C'est juste un effet miroir. Et ça, c'est un garde-fou énorme, non seulement pour l'épanouissement de l'entrepreneur et sa pérennité et sa paix intérieure, mais aussi pour la croissance de l'entreprise, bien sûr, et la croissance donc de chacun des collaborateurs qui font l'entreprise. Monseigneur Barbarin, il y a un recueil de textes dans l'Église qui répond à ces enjeux et qui rappelle que aucun homme ne vit seul. C'est la doctrine sociale de l'Église. C'est un mot un peu barbare. On dit que c'est Je une ne vois pas en pépite. quoi, chère Blandine, mais bon. On dit que Oui, mais c'est c'est une l'autre, il y a deux pépite Blandines. un peu méconnue. Qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet, au sujet des garde-fous? L'Église, c'est quand même pas un paquet de règlements. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des textes qui sont pour nous des textes fondateurs. Tenez par exemple sur ce sujet, quand il dit méfiez-vous de vous-même, Jésus, là juste avant sa passion, après il donne des exemples concrets. Il y en a un, on pourrait presque le trafic de votre cerveau. Vous voyez, le paquet d'activités de votre vie, quoi. On peut être complètement submergé par ça. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Bon, après, vous avez effectivement une doctrine sociale de l'Église avec un bon compendium qui a été fait en 2002, qui est récent, qui est une actualisation de ce genre de choses parfaitement ordonnée, avec une partie qui sont les principes, et deuxièmement, après une deuxième partie avec des chapitres, premièrement la famille, puis après l'argent et le travail, puis après la politique, puis après la paix internationale, puis après le rapport à toute la création et l'écologie. Enfin bon, il y a un très beau chemin qui est proposé. Mais ce que je voudrais, c'est que chacun, si vous voulez, dans les interventions que je viens d'entendre là, je suis assez... Mon souci, pour moi, par exemple, c'est comment être vraiment collé au réel, présent, au contact direct, vous voyez, et en même temps à la bonne distance. Tout à l'heure, par exemple, Hugues Lebret, il a dit, bon, quand je vois dans le cockpit de la Société Générale, je ne sais pas si c'était l'expression que vous avez utilisée, il y a 50% de mon temps qui est occupé, et quand je regarde le reste, ça fait 99%. Donc, qu'est-ce que j'ai comme distance pour réfléchir, pour être complètement libre et pour prendre des décisions qui soient des décisions éclairées? Il y a un texte d'Église, tiens, que j'aime bien, c'est les règles que saint Ignace donne pour le général de la Compagnie Jésus. Il dira, il aura à côté de lui un associé, un prêtre qui sera, et qui sera sa mémoire, sa main, tout, etc., qui tiendra à tout. Et lui, il prendra un tiers de son temps pour la prière, un tiers de son temps pour gouverner la Compagnie de Jésus, et un tiers de son temps pour réfléchir tranquillement. Et aller se promener, mûrir ses réflexions et avoir une réflexion en profondeur. Ouais. Si par le trafic, ce mot qui est dans la bouche même de Jésus, on a complètement encombré notre vie, il n'y a plus de liberté possible pour ce genre de choses. Enfin, ça me paraît quelque chose d'important. Donc ça, c'est la distance. Et en même temps, il faut la proximité. Ce qu'elle a donné comme exemple, extraordinaire, je trouve. Il n'y a pas de place réservée, n'importe qui peut me parler. Dès que j'entre, tous les employés sont là. Tu ne vaux pas plus qu'un autre. Ça, c'est vraiment... Je me disais, mais ça, c'est exactement la vérité de l'Église, quoi. La plus grande dignité que tu aies, c'est d'être un baptisé, que tu sois un pape ou un évêque, etc. Ce qui est important, c'est que cet enfant-là, il dit une parole qui est peut-être aussi belle que la tienne, etc. Donc, cette égalité très, très profonde. Une fois, par exemple, j'intervenais auprès du pape François. Avant, je le tutoyais, maintenant, je le vous vois. Et puis, je lui dis, si je vous embête, dites-le moi. Il me dit, non, au contraire, s'il te plaît, continue de m'écrire. Parce que quand on est à ce genre de poste, on est complètement isolé. Donc, il faut que les gens racontent concrètement ce qui se passe. Donc, je trouve, chef d'entreprise, ça doit être analogue, si vous voulez. Avoir un recul et un contact qui lui donne une très grande liberté. Et ça, c'est un combat. Hein. Ne pas se laisser envahir par le trafic. Et en même temps, une proximité qu'il vérifie tout le temps. Parce que immédiatement se mettre des barrières derrière un respect qui est en fait un faux respect, qui est un éloignement, et qui nous trompe complètement, et comme vous disiez, qui nous finit par nous faire vivre dans une bulle qui est complètement éloignée du réel, moyennant quoi. Dans votre livre, il y a un truc assez intéressant, c'est que vous dites, ce crash, en fait, on l'avait vu venir. Mais on s'était aveuglés. Nous-mêmes, nous nous étions aveuglés pour faire comme si c'était pas vrai. Mais dans le combat que vous avez fait après, vous avez réfléchi, vous dites, il y avait plein d'indices quand même. Et pourquoi j'ai été aveuglé pour ne pas les voir? Et ça, c'est un véritable combat à l'intérieur de nous-mêmes. Myriam Cohen-Velgren. Oui, non, ça me fait penser à la notion des petits bruits. Enfin, quand on est chef d'entreprise, on est aussi à l'écoute de ces signaux faibles qui nous permettent de sentir, de voir venir les choses avant qu'elles arrivent. C'est l'enjeu d'être à l'écoute, vraiment, des choses qui se produisent. Monseigneur Barbarin, on parlait aussi de la solitude du dirigeant. Comment vous l'appréhendez vis-à-vis de vos collaborateurs? Pour qu'ils puissent aussi venir vous dire non, je ne suis pas d'accord?
Il y a des moments où tu es seul. Par exemple, l'événement dont parlait Blandine tout à l'heure. Alors là, le choc est arrivé en plein sur moi. Bon, il a fallu que j'assume, quoi. Et donc là, j'étais seul face à tout un presbytérium, seul face à tout un diocèse. Il y a des décisions que finalement, tu vas prendre seul. Dans la très grande épreuve, tu es seul. Quand vous racontez le passage chez votre président à ce moment-là, il s'est entouré de quelques collaborateurs, mais vous dites comment vous le regardez, cet homme avec ses qualités, ses défauts, on dit c'est là qu'il va falloir trouver la solution. Et fondamentalement, il est extrêmement important d'être tout le temps en collaboration et en contact avec les uns et avec les autres. Moi, ce que j'aime le plus dans ma mission, c'est ce que je suis en train de faire maintenant à Bron, où j'ai passé toute la journée d'hier et où je vais être jusqu'à dimanche, non d'aujourd'hui, et où je vais être jusqu'à dimanche. Ça s'appelle les visites pastorales. Alors là, j'ai passé mon temps aujourd'hui, mais vraiment au contact très très concret avec les gens, on m'a montré les groupes, les ci, les ça. Après, je rencontrerai les enfants, les malades, les personnels soignants. C'est un endroit où il y a plein d'hôpitaux. J'irai au Vinatier, dans tel et tel, et je rencontrerai les élus. C'est très important pour moi que je connaisse Bron, parce que Bron, c'est une ville de 40 000 habitants, elle est dans mon diocèse, comme maintenant c'est un dossier. Donc je connais Bron, le curé de Bron, et les équipes de Bron, et les finances de la paroisse de Bron, mais je ne le connais pas tant que j'y suis pas allé, sous la pluie d'aujourd'hui, et puis en rencontrant les gens, en mangeant avec eux, en écoutant tout ce qu'ils disent. Donc ce contact, c'est capital. Immense merci à vous quatre de nous avoir éclairé ce soir sur cette question de la morale en entreprise. Il y avait avec nous donc Myriam Cohen-Velgrin. Je rappelle, vous êtes directrice générale de Mars Petcare France. Avec vous également Blandine Mullier, présidente de la Fondation Entreprendre. Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, et Hugues Lebret, cofondateur du Compte Nickel et ancien directeur de la communication de la Société Générale. Un merci tout particulier à l'équipe technique de KTO et RCF. Bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes.